Cette table ronde, et je serai bref en introduction, me paraît présenter trois caractéristiques. La première, c'est qu'elle est très prestigieuse par la qualité de ses intervenants. Vous l'avez rappelé, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur le secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Monsieur l'ambassadeur de Belgique, Monsieur le directeur général de Continental, et je précise que Madame Ilham Kadri, directrice générale de Solvay, n'a malheureusement pas pu nous rejoindre et être parmi nous aujourd'hui. Néanmoins, elle a enregistré une intervention que vous pouvez visionner sur le canal C de ces dialogues, vidéo qui expose de façon très inspirante une vision de l'entreprise fondée sur la diversité, sur l'égalité des chances, très fortement orientée sur un capitalisme responsable, source de performance de l'entreprise, je crois, dans la ligne tout à fait directe de ce que Maurice Lévy et Julien Guéniche ont présenté ce matin en ouverture de ces dialogues. Cette table ronde présente donc une réelle unité autour de la notion d'inclusion, d'entreprise inclusive et peut-être même de société inclusive. On peut définir la politique d'inclusion par l'ensemble des actions ou des mesures qui sont mises en œuvre par les entreprises, non pas seulement pour prévenir des situations de handicap, ou des discriminations liées à l'âge, au genre, à l'état de santé, mais plus particulièrement sans doute pour mettre toutes les personnes, quelles que soient leurs différences, dans des situations pour lesquelles elles ont vocation à trouver leur place dans l'entreprise et dans la cité. Cette notion n'est juridiquement pas consacrée par la loi, celle de l'inclusion, mais elle relève sans doute de façon implicite, mais certaine, de la responsabilité sociétale des entreprises. L'inclusion est un sujet très large et nous concentrerons nos échanges sur deux formes d'inclusion. L'inclusion des salariés âgés d'une part et l'inclusion des personnes handicapées d'autre part. S'agissant de la France, le taux d'emploi des salariés âgés a nettement progressé, réjouissons-nous toujours des éléments qui vont dans un sens positif par la mise en œuvre des politiques publiques, depuis quelques années, passant de 36% en 2003, qui était un taux très faible, à 52% en 2019. Force est de dire néanmoins qu'il reste sensiblement inférieur au taux moyen de l'Union européenne, qui est de 59%. Ce sujet est probablement, Monsieur le secrétaire d'État, structurellement lié au régime des retraites, mais probablement pas seulement. Et on peut considérer que les éléments relatifs à l'allongement de la durée d'activité commandent profondément une réflexion sur les conditions du maintien dans l'emploi, sur l'adaptation des salariés au poste de travail et probablement sur la formation, qui est assurément la mère de toutes les batailles. À cet égard, M. Stéphane May nous présentera une expérience très originale de reconversion des salariés âgés dans un contexte d'évolution technologique très fortement impactant. L'inclusion des personnes handicapées constituera le deuxième fil directeur. M. l'ambassadeur d'Allemagne nous présentera la politique publique mise en œuvre au moyen des procédures d'insertion dans le travail des handicapés, du délégué des personnes handicapés en entreprise et de la nouvelle institution d'accompagnement des employeurs. Monsieur l'ambassadeur de Belgique nous présentera pour sa part, dans le cadre des politiques publiques également mises en œuvre dans ce pays, les responsabilités des différents niveaux de pouvoir, fédéral, régional ou des communautés, et il présentera l'UNIA, organisme fédéral important qui agit en faveur de la mise en œuvre des conventions de l'ONU en cette matière. On comprend donc que deux thèmes traversent la question de l'inclusion des seniors et des personnes handicapées, et ils seront probablement structurants et articuleront ces différentes interventions. Le thème de la santé au travail d'une part, et le thème, qui nous est cher, du dialogue social. Le thème de la santé au travail constitue, on le comprend aujourd'hui davantage qu'avant, très probablement un enjeu majeur des politiques publiques de maintien de l'emploi. Et la situation de la France, et le sujet est intéressant pour cette raison, révèle des évolutions significatives dans une période très récente,
puisqu'a été signé un accord national interprofessionnel sur le détail duquel on reviendra peut-être le 9 décembre 2020 et qui souligne la nécessité d'une protection des personnes vulnérables en fonction de leur âge ou de leur handicap, et nous sommes au cœur du sujet, alors par ailleurs qu'une proposition de loi pour renforcer la prévention en matière de santé au travail vient d'être adoptée le 17 février 2021 par l'Assemblée nationale et reviendra prochainement devant le Sénat. En ce qui concerne le dialogue social, pour conclure, comme facteur et comme levier de mise en œuvre de ces politiques, on peut considérer, s'agissant de l'emploi des seniors, que les accords nationaux interprofessionnels qui ont été signés en 2005 ou en 2012 marquent probablement des évolutions, mais on doit s'interroger, nous semble-t-il, sur la réelle vitalité de la négociation sur ce sujet spécifique au niveau des entreprises. Enfin, en ce qui concerne les personnes handicapées, la récente loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 permet aux entreprises de satisfaire à leurs obligations d'emploi par la mise en œuvre de plans d'action concrètement mis en œuvre qui procèdent des accords collectifs conclus au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise. Et donc la part de l'entreprise dans la recherche de solutions négociées au plus proche du terrain est probablement une clé des sujets que nous aurons à évoquer au cours de cette table ronde. En dernier lieu, il est évidemment souhaitable, mais nos échanges le montreront, que nos propos s'inscrivent dans une approche prospective. Elle est doublement favorisée, d'une part par la dimension internationale de cette table ronde et les enseignements que toute comparaison avec des modèles étrangers procure immanquablement, et d'autre part par la nature des entreprises qui viennent témoigner à l'aide de politiques qui sont exemplaires, très volontaristes et qui, à l'évidence, donnent à ces entreprises, mais à d'autres, la responsabilité de promouvoir des modèles ou pour le moins leur dynamisme et leur engagement en cette matière. Des questions seront naturellement posées, nous y répondrons à la fin de chaque intervention ou en fin de table ronde en fonction de ce que Marion Calais vous nous communiquerez. Et enfin, donc je cède immédiatement la parole à Monsieur le secrétaire d'État pour ouvrir cette table ronde à l'instant. Merci, bonjour à tous. Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, monsieur l'ambassadeur de Belgique, monsieur le directeur général du cabinet Francis Lefebvre, monsieur le directeur général de Continental, mesdames et messieurs, je suis très heureux de participer ce matin au 10e dialogue de l'inclusion et de la responsabilité sociale des entreprises. L'inclusion par le travail et dans le travail est une conviction forte de ce gouvernement et une ambition, je le sais, qui nous rassemble ici, pouvoir public comme entreprise. Vous en témoignerez tout à l'heure. Oui, le travail, en permettant l'émancipation individuelle, est un facteur d'insertion dans la société. Il doit donc être promu et encouragé comme tel, être aussi rendu accessible à tous. Cela implique que l'accès au marché du travail soit lui-même inclusif, c'est-à-dire qu'il n'oublie, il n'exclut personne, quel que soit son âge, son sexe, sa situation de santé, son handicap, son origine, son orientation sexuelle. Concernant l'exclusion liée à l'âge en particulier, cet enjeu n'est pas le plus fréquemment évoqué dans le débat public. Et pourtant, les stéréotypes et les préjugés restent nombreux. Cet enjeu n'est également pas nouveau dans notre pays, en France. Mais la crise sanitaire que nous traversons a amplifié ce défi dans des proportions inédites. Peut-être, messieurs les ambassadeurs, nous direz-vous un mot de la situation respective dans chacun de vos pays. Dès le début de la crise, le soutien à l'emploi et à la formation des jeunes a été une priorité absolument majeure de notre gouvernement. Je partage avec vous quelques idées, mais aussi la mesure de l'engagement et de l'investissement du gouvernement français. Ce sont 9 milliards d'euros qui ont pu être mobilisés à destination des nouveaux entrants sur le marché du travail,
par la voie de l'apprentissage ou de l'embauche classique. Ce sont des aides très concrètes qui ont permis à la France d'atteindre un nombre record d'apprentis en 2020 et ont encouragé l'embauche de plus d'1,5 million de jeunes de moins de 26 ans entre l'été 2020 et le printemps 2021. Ces résultats, conjugués à notre dispositif de parcours d'insertion, soulignent notre objectif de ne laisser aucun jeune sur le bord de la route dans ce contexte très particulier, voire extraordinaire. Mais l'inclusion, et ça a été dit par maître Marquet-Vasselot tout à l'heure, ne se limite pas uniquement à l'entrée sur le marché du travail. Réussir l'insertion des jeunes sur le marché du travail ne vaut que si, dans le même temps, les plus seniors n'en sont pas exclus. Notre politique pour l'inclusion et le maintien en emploi doit porter d'un bout à l'autre de la population active, sans jamais rien céder à la facilité qui consisterait à opposer, et je ne dis pas d'ailleurs que ce soit la volonté des pouvoirs publics, quelle que soit l'origine politique qu'ils puissent avoir, ni même la volonté des dirigeants d'entreprise, mais sans jamais rien céder à la facilité qui consisterait à opposer les générations les unes aux autres. Et la crise sanitaire a démontré de nouveau, si besoin en était, combien cet objectif reste d'actualité. Je n'ignore rien des difficultés qui pèsent aujourd'hui sur les seniors sur le marché de l'emploi. Certaines des difficultés auxquelles ils font face sont conjoncturelles et d'autres, malheureusement, sont inscrites depuis longtemps dans l'ADN du marché du travail français. Nous aurons peut-être là l'occasion de débattre avec les regards comparatifs sur d'autres marchés du travail pourtant voisins. En dépit de progrès atteints ces dernières années, souligné tout à l'heure par maître Marquet-Vasselot, le taux d'emploi des 55-60 ans, voire 64, reste insuffisant et la place de la France est loin derrière ses voisins européens. Certes, nous avons progressé, mais nous avons encore du retard. Et tout à l'heure, je parlais des 60 ans, ce n'était pas un lapsus, même si, évidemment, c'est le 55-64 qui est étudié dans l'INSEE, mais ce que je voulais souligner là, c'est que ce sont bien chez les actifs de plus de 60 ans que l'écart, notamment avec nos voisins qui sont là, est le plus important. La situation française est d'abord et avant tout le fruit de 30 années de dispositifs de pré-retraite qui ont été progressivement supprimés, certes, mais qui ont eu un impact durable, je le crois, sur la pyramide des âges de nombreux secteurs d'activité. Alors je voudrais avec vous, si vous le permettez, passer un message très clair aujourd'hui. Les salariés les plus seniors ne peuvent constituer la variable d'ajustement de la gestion d'effectifs de nos entreprises. Et les périodes de crise ne peuvent pas faire exception à cela. C'est une question de responsabilité sociale collective, mais aussi de prise en compte des enjeux de compétences, d'expérience, de savoir-faire. De ce point de vue, le retour de ce qui est souvent présenté comme des pré-retraites, si répandu dans la France des années 80-90, serait une erreur, à double titre. Une erreur pour les entreprises, qui se priveraient alors de compétences et de salariés expérimentés, indispensables à la relance de notre économie, mais aussi à la transition entre générations. Monsieur Stéphane May, vous nous en direz peut-être un mot tout à l'heure. Mais une deuxième erreur, ça serait pour la société tout entière, en excluant des salariés en raison uniquement de leur âge. S'il est certain que la valeur n'attend pas l'âge est souvent synonyme de forte valeur ajoutée, malgré tout pour l'entreprise. Parce que c'est une erreur, il nous faut renoncer collectivement à la solution de facilité que représentent les pré-retraites. Car l'expérience montre que maintenir dans l'emploi les salariés les plus âgés est tout à fait bénéfique, autant pour les entreprises que pour les salariés concernés. L'entreprise est alors en mesure de conserver son capital humain dans lequel elle a pu investir durant des années. On a parlé de formation tout à l'heure. Elle peut continuer à compter sur les compétences de ses salariés les plus expérimentés qui forgent son image. N'oublions pas aussi cette dimension qui est importante pour les entreprises, de montrer qu'on a de la continuité, des parcours qui se créent au sein de son propre écosystème et qui contribuent à sa prospérité, à sa compétitivité et aussi, parce que vous le savez, c'est un élément fort de ce gouvernement, avec un regard des entreprises pour partager la valeur ajoutée qui est ainsi produite par ses salariés tout au long de leur parcours professionnel. Je crois que maintenir aussi des salariés
les plus seniors dans l'activité, c'est aussi organiser la transmission des savoirs nécessaires à l'activité de l'entreprise entre les salariés les plus âgés et la nouvelle garde qui est destinée à prendre aussi sa part dans cette production de valeur ajoutée. Pour le salarié, cela suggère par définition sa capacité à s'y maintenir dans cette entreprise. Et c'est une bonne chose, cela signifie que sa santé n'est pas obérée par son activité professionnelle et qu'il peut continuer à s'accomplir professionnellement, quel que soit son âge dans l'entreprise. En cela, il continue de mettre à profit le savoir et les compétences acquis par l'expérience et la formation, et il participe, quand l'organisation de l'entreprise le lui permet, au partage des savoirs que j'évoquais à l'instant. En plus de poursuivre son activité, il fait donc preuve pour la société de la valeur ajoutée qu'il représente aussi en tant que personne, en tant qu'individu, au-delà de son propre savoir-faire. Une fois ce constat posé, comment peut-on répondre à l'objectif de maintien en emploi tout au long de la vie professionnelle ? C'est ce qui nous amène ici à débattre ensemble. Bon, la réponse, évidemment, ne passe pas par un dispositif ou une politique unique. On sait bien d'ailleurs que la situation que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés, c'est plutôt une situation du sur-mesure, situation de dentelle. Mais je crois qu'il faut quand même adopter une approche à 360 degrés, avoir une vision très large de tout cela. Vitalité du dialogue social de branche et d'entreprise sur le maintien en emploi, accès à la formation, quel que soit l'âge, réforme des dispositifs de transition entre activité et retraite, tels que nous les avons portés dans le projet de système universel. Nous ne devons négliger aucun moyen d'action pour être à la hauteur, entreprise comme pouvoir public, sur le maintien en emploi. Nous le savons également, les paramètres d'un système de retraite jouent un rôle déterminant dans l'emploi des seniors. Ça a été aussi évoqué dans le propos liminaire de Maître Marquet-Vasselot. Cela explique pour beaucoup la différence de taux d'activité entre nos pays. La France a jusqu'ici fait le choix de conserver un âge légal de départ à la retraite de 62 ans, ce qui n'est pas le cas chez vous, messieurs les ambassadeurs. Or, un âge légal inférieur entraîne mécaniquement un décrochage plus précoce du taux d'activité, comme nous le voyons avec les dispositifs de pré-retraite que je mentionnais à l'instant. Dans cette quête du maintien en emploi, un autre levier me semble essentiel, et je crois qu'il a été malheureusement insuffisamment mobilisé pendant de nombreuses années, c'est le levier de la santé au travail. Je connais l'importance qu'a une médecine du travail efficace et pertinente pour maintenir dans l'emploi. Et moi, je suis aujourd'hui en mesure de vous dire qu'en la matière, la France a beaucoup progressé ces derniers mois, ça a été aussi dit tout à l'heure. La conclusion par les partenaires sociaux d'un ANI, cet accord national interprofessionnel spécifique à la santé au travail, et c'était très récent, le 10 décembre dernier, a constitué une réelle avancée. D'abord parce qu'il consacre le principe de la prévention primaire, dont l'objectif est de remédier en amont aux causes profondes des risques professionnels avant qu'ils ne produisent leurs effets sur la santé et la sécurité des salariés. Sans doute avions-nous dans notre pays développé des réponses en matière de réparation. Et ces réponses, d'ailleurs, doivent être maintenues, encouragées, développées. Et je crois que nous avions, et nous avons encore, de grandes sources de progrès en matière de prévention. En se concentrant sur la prévention, nous sommes ainsi plus en mesure d'adapter les postes de travail pour préserver la santé de chacun et de chacune, et de lutter efficacement contre la désinsertion professionnelle. Mais en fait, au final, moi, je préfère dire lutter pour le maintien dans l'emploi. La proposition de loi aujourd'hui en cours d'examen au Parlement, qui porte sur cet accord national interprofessionnel, sera débattue au Sénat en juillet, et elle permettra de traduire dans la loi, je le souhaite, mais je sais qu'il y a une volonté des parlementaires, pour aller vite, traduire dans la loi ces avancées notoires que je viens d'évoquer. Je souhaite que nous puissions faire aboutir ce chantier que m'a confié le Premier ministre dès cet été, et au final, de mobiliser ainsi tous les professionnels de santé au travail, ils sont plus de 8000 dans notre pays, sur ce sujet de la prévention. Ils le sont déjà. Simplement, je crois que la loi va leur donner, là, un cadre qui sera un cadre à la fois rassurant, mais aussi des objectifs et des moyens. Mais nos progrès, mesdames et messieurs, reposent également sur ce qu'apportent les entreprises, premières intéressées au quotidien par les dispositifs destinés à lutter
contre la désinsertion professionnelle. J'ai pu le constater sur le terrain dans le cadre de mon activité. J'étais, par exemple, il y a 2 jours, à Naval Group, à Brest, où le déploiement des exosquelettes apparaît extrêmement utile dans la prévention des troubles musculo-squelettiques. Il est vrai que quand vous êtes amené à travailler dans des endroits exigus, relativement confinés, que vous devez démonter des pièces d'un sous-marin, d'un bâtiment de marine, eh bien, on se rend bien compte que vous pouvez avoir besoin d'un soutien corporel. C'est le cas des exosquelettes. Au-delà des modifications que nous pourrons apporter par le droit, les entreprises doivent également s'appuyer sur des partages de bonnes pratiques. Vous en donnerez le témoignage dans quelques instants. Par les aménagements de postes et notamment les conditions de travail qu'elle a prévues, moi je suis convaincu que l'industrie a beaucoup à apporter à d'autres secteurs et à notamment le secteur des services que je connais bien. Je sais aussi pouvoir compter aux côtés des entreprises sur des organismes tels le réseau ANACT et ARAC, dont l'objectif est d'accompagner les employeurs dans la mise en place de dispositifs préservant la santé et la sécurité des salariés. Au-delà de la santé au travail, le maintien en emploi passe également par la mobilisation sans relâche de l'ensemble des dispositifs de formation, parce que les savoirs, les techniques et les besoins évoluent. Ce n'est pas seulement avant l'entrée dans la vie professionnelle qu'elle doit intervenir, cette formation, mais tout au long de la vie professionnelle, de la carrière du salarié, mais pas que du salarié d'ailleurs. Aujourd'hui encore, la formation ne cible pas suffisamment les travailleurs les plus anciens, et une corrélation très nette s'observe entre l'augmentation de l'âge et la réduction du suivi des formations. Ça aussi, c'est un point important sur lequel, là, les entreprises ont un rôle à jouer, mais aussi l'offre de formation et l'accompagnement qu'on propose à l'ensemble des actifs dans notre pays, au-delà, sans doute, d'une période de vie où on est dans la découverte de son poste professionnel et de l'entreprise. Il y a nécessité de faire évoluer ces compétences et de les actualiser. Dans cette logique, le gouvernement a agi depuis le début du quinquennat pour renforcer le volet formation au travers du compte personnel de formation qui a été utilisé en 2020 par plus d'1 million de salariés. Et je crois que ce qu'on a pu mettre en œuvre dans cette loi de 2018 avec Muriel Pénicaud, qui était à l'époque ministre du Travail, c'est que nous avons pu donner la main à celles et ceux qui sont dans l'emploi pour se former. Et même si j'ai eu moi-même à conduire de nombreux plans de formation, je crois que j'étais aussi assez bien placé pour comprendre qu'il faut pouvoir laisser de l'espace au projet professionnel du collaborateur, parce que c'est lui, sur le fond, qui va aller se confronter à cette formation et qui va en faire ce qu'il sent utile pour lui. Faisons confiance à nos collaborateurs, faisons confiance à tous les actifs de notre société. Mesdames, Messieurs, en matière d'inclusion, les défis sont multiples. Et je ne voudrais pas terminer ce propos sans évoquer les personnes concernées par toutes les formes de handicap. Le maintien dans l'emploi et plus largement le droit à l'emploi, tel que consacré par le préambule de la Constitution de 1946, implique de donner à chacune et chacun la possibilité d'en avoir un. Le président de la République a clairement affiché, dès l'élection présidentielle, la priorité qu'il accordait aux personnes en situation de handicap. Nous mettons tout en œuvre pour changer le regard sur les compétences des personnes en situation de handicap en augmentant leur niveau de qualification et en sensibilisant plus encore les employeurs privés comme publics. Pour permettre à chaque personne en situation de handicap d'avoir la vie professionnelle de son choix, la stratégie présentée en novembre 2019, à l'issue d'une concertation de plus d'1 an et demi, porte de nombreuses mesures. Je voudrais notamment souligner la délivrance à vie de la reconnaissance de travailleurs handicapés en cas de handicap irréversible dès le 1er janvier 2020, la porte d'entrée unique pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap ou la transformation des ESAT, véritable vivier d'emploi adapté. Mesdames et messieurs, en matière de lutte contre la désinsertion professionnelle, nous n'avons pas encore tout essayé. Et de nombreux défis restent devant nous. Notre devoir est là aussi d'être à la hauteur. Heureusement, les solutions existent et nous les mettons en œuvre. Aussi, je suis très heureux de pouvoir évoquer ce sujet dans une perspective européenne comparée pour partager la politique de la France et saisir
l'essence des voies empruntées par l'Allemagne et la Belgique. C'est ensemble que nous construirons une Europe sociale plus inclusive. C'est ensemble que nous sortirons de la crise actuelle plus forts et plus soudés. Vous connaissez la conviction du gouvernement français et la mienne en matière d'engagement européen. Je vous remercie à tous de nous partager maintenant ces expériences et ces retours. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Je crois que vous avez opéré vous-même la transition avec l'esquisse européenne des différentes politiques susceptibles d'être mises en œuvre, en axant singulièrement votre propos sur la santé en travail et le handicap. Et donc, je cède immédiatement la parole à Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne pour la présentation relative à ce pays et à ce modèle. Bon, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, cher François de Kerkhove, monsieur May, mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir dire quelques mots donc, sur nos expériences allemandes concernant la question du maintien de l'emploi, particulièrement concernant les personnes handicapées. Donc, pour l'Allemagne, bien évidemment, donc, le point de départ de notre position, de notre travail sur cette question est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été adoptée en 2006 et au changement qu'elle a induit, c'est-à-dire à la prise en compte des personnes en situation de handicap, non plus du point de vue médical, mais des droits de l'homme. Les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits dans tous les domaines de la vie quotidienne et doivent être partie prenante de toutes les décisions qui les concernent. L'inclusion professionnelle en tant que possible dans le marché du travail général est l'une des clés de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il s'agit là d'une tâche qui concerne l'ensemble de la société et des acteurs publics. N'oublions pas qu'en Allemagne, pour mentionner ce chiffre, presque 8 millions de personnes sont en situation de handicap grave, ce qui représente presque 10% de la population. Des mesures d'aide à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap s'appliquent en Allemagne depuis plusieurs décennies, plus exactement depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Je pense notamment au quota qui oblige les entreprises de plus de salariés à employer des personnes en situation de handicap dans une proportion d'au moins 5% de leurs effectifs. Cette mesure est assortie d'une taxe de compensation dont les entreprises doivent s'acquitter s'ils ne respectent pas le quota fixé. Des aides financières sont également accordées pour l'adaptation des postes de travail. Il existe une protection contre licenciement spécifique aux personnes en situation de handicap qui s'est avérée très importante dans la crise sanitaire en particulier. Mais je tiens surtout à mentionner le programme de gestion de l'insertion au sein de l'entreprise. Depuis 2004, les employeurs allemands, qu'ils soient privés ou publics, doivent mettre en œuvre cette approche concertée lorsqu'un employé est en arrêt de travail pendant plus de 6 mois ou plusieurs fois de suite. Et cette approche permet, avec l'accord et la participation de la personne concernée, bien entendu, d'évaluer la charge de travail et de vérifier si le poste de travail peut être aménagé ou l'organisation du travail être modifiée. L'objectif est de maintenir le poste de travail pendant des périodes de handicap temporaire ou de maladie grave. Dans le cadre de la gestion de l'insertion au sein de l'entreprise, l'employeur, qui connaît le processus de travail dans son entreprise, et les organismes spécialisés dans l'inclusion professionnelle travaillent en étroite coopération dans le but de préserver le poste de travail dans toute la mesure du possible.
Et ce type de mesure revêt une importance croissante compte tenu du vieillissement de la population. Et nous savons que la plupart des handicaps apparaissent au cours de la vie et dans le grand âge. En Allemagne, par exemple, près de 20% des personnes entre 55 et 64 ans sont reconnues comme gravement handicapées. Donc c'est un nombre de gens assez tout à fait considérable. L'Allemagne dispose d'un système de gestion de l'insertion au sein de l'entreprise pour la prévention des risques sanitaires qui s'adresse à tous les employés, pas seulement aux handicapés. Par ailleurs, il ne suffit pas d'aménager un poste au moment du recrutement d'un employé en situation de handicap. Il est indispensable d'assurer d'emblée et en tout temps l'accessibilité des lieux de travail et des technologies de l'information pour que tous les employés puissent bénéficier d'une bonne qualité de vie au travail et pour éviter les pertes d'emploi dues à un handicap. Vous m'avez demandé de présenter ici quelques exemples de réussites dans nos deux pays. Outre la gestion de l'insertion au sein de l'entreprise, plusieurs solutions ont fait la preuve de leur efficacité pour soutenir les personnes en situation de handicap et les employeurs en Allemagne. Depuis plusieurs dizaines d'années, nous avons notamment des représentants de personnes gravement handicapées dans les entreprises et dans les administrations. Il s'agit d'employés élus par leurs collègues gravement handicapés dont ils représentent les intérêts. Ils sont par exemple impliqués dans les procédures de recrutement ou de licenciement. Et ces représentants aident les employés concernés à faire respecter leurs droits. Il a toujours été possible pour les employeurs souhaitant embaucher une personne en situation de handicap ou solliciter une aide à l'insertion d'un employé souffrant d'une maladie chronique de s'adresser aux organismes compétents. En Allemagne, tous les services en charge des affaires sociales ont une obligation de conseil. Mais le PME en particulier jugeait cette démarche trop compliquée. Et c'est la raison pour laquelle il était maintenant prévu de créer une solution proche des entreprises, les soi-disant référents pour employeurs de personnes en situation de handicap. Et le projet de loi sur le renforcement de l'inclusion actuellement débattu au Parlement européen allemand prévoit la généralisation de ces référents destinés à conseiller les employeurs et à les aider dans leur démarche. Ces référents seront financés partiellement par la taxe de compensation et ils seront rattachés à des organisations proches des employeurs telles que les chambres de commerce par exemple. Et ce projet permettra d'apporter une aide concrète et efficace aux employeurs, notamment aux PME. Je n'ai pu ici vous donner qu'un très bref aperçu de ce qui est mis en œuvre en Allemagne en vue d'une pleine inclusion dans le monde professionnel des personnes en situation de handicap, souffrant de maladies chroniques et âgées. Il me semble qu'aujourd'hui, nous disposons d'une vaste palette d'instruments pour atteindre cet objectif, mais les mentalités ont-elles aussi évolué sur l'inclusion des personnes handicapées. Mais il reste, et Monsieur le ministre, vous l'avez souligné, il reste beaucoup à faire. Les personnes en situation de handicap sont encore sous-représentées dans le monde du travail. Et enfin, l'insertion des personnes handicapées est une précondition essentielle pour une société juste et équitable. Merci de votre attention. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie des développements relatifs à ce pays, des instructions et des directives qui nous permettent, je pense, de prendre en compte dans l'évolution de nos politiques. Et je vois qu'il y a de nombreux sujets sur la prévention, la représentation de ces catégories et la proximité qui sont en réalité communes et qui ont un caractère transversal à l'ensemble des modèles que nous allons étudier. Et sur ce sujet, et deuxième modèle, je cède immédiatement la parole à Monsieur l'ambassadeur de Belgique
pour intervenir sur ce sujet. Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, liebe Hans-Dieter, Monsieur May, cher maître, Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque pour l'invitation qu'ils m'ont faite et la chance qu'ils me donnent de m'adresser aujourd'hui à cet auditoire très largement virtuel. Je traiterai de l'inclusion vue plus particulièrement sous l'angle de l'intégration des personnes handicapées dans la vie économique belge, étant entendu qu'il s'agit de la vie des entreprises normales, pas spécialement des ateliers protégés ou des entreprises qui ont été créées pour recevoir presque exclusivement des personnes handicapées, donc dans la vie économique de tous les jours. Ceci me permet de rendre un hommage appuyé à l'officiel du handicap qui a pris l'initiative de ce colloque tout à fait remarquable. Les fondements de la politique belge actuelle en faveur des personnes handicapées datent des années 60. Ils répondaient à une volonté, donner aux personnes handicapées plus de chances de s'intégrer dans la société. Et des mesures ont été prises pour répondre aux besoins de ces personnes dans les domaines du travail, du logement et de l'enseignement. Mais à cette époque, on ne réalisait pas encore que ces mesures étaient fort peu favorables à l'intégration des personnes handicapées d'une manière générale. Aujourd'hui, en revanche, les mots émancipation et participation sont devenus des mots-clés de l'aide aux personnes handicapées. Cela implique entre autres que des personnes handicapées aient accès à tous les secteurs de la société, donc pas uniquement au bâtiment, au transport en commun, à l'emploi et à l'enseignement. L'accessibilité est un concept large qui comprend également le droit à l'information et le droit à la culture, par exemple. Toute personne, qu'elle soit handicapée ou non, doit avoir la possibilité, par exemple, d'aller à l'opéra, d'assister à une représentation théâtrale et d'autres. Mon propos va donc être de vous expliquer brièvement comment, en Belgique, nous tâchons d'organiser l'action des pouvoirs publics de manière à atteindre ces objectifs. Alors, la Belgique, comme l'Allemagne, dont l'ambassadeur m'a précédé il y a un instant, est un pays fédéral. Structure fédérale, d'autant plus compliquée que ce n'est pas un pays monolingue, mais un pays trilingue. On y parle en ordre d'importance par la communauté le néerlandais, le français et même l'allemand. De ce fait, il y a plusieurs niveaux de pouvoir qui ont la responsabilité de l'aide aux personnes handicapées, plus particulièrement concernant l'emploi. Nous avons bien entendu le pouvoir fédéral. L'autorité fédérale organise en ordre principal la sécurité sociale, c'est-à-dire les régimes de l'assurance maladie-invalidité, des accidents de travail, des maladies professionnelles, ainsi que le chômage et les pensions. En gros, c'est le rôle du fédéral. Il y a également toute une série d'autres fonctions d'ordre régalien qui reviennent au fédéral, mais limitons-nous à cela pour l'instant. À côté du fédéral, vous avez les communautés et les régions. Les communautés ont une assise linguistique. Il y a donc 3 communautés, une communauté flamande, une communauté française et une communauté germanophone, qui sont en charge de tout ce qui est personnalisable. Dans le cas qui nous occupe, il s'agira essentiellement de la formation professionnelle, de l'enseignement d'abord et de la formation professionnelle pour les handicapés, mais également tout ce qui concerne les politiques des handicapés, puisqu'il s'agit de personnes. À côté des communautés, vous avez les régions qui, elles, ont une assise territoriale. Et bien entendu, ce serait trop simple si elles devaient coïncider avec les communautés. Non, ce n'est pas le cas, puisque les régions ne coïncident pas, les communautés ne coïncident pas chaque fois à un même territoire que les régions. Nous avons la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale.
Tout ça paraît extrêmement compliqué. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de droit constitutionnel, mais bien pour vous expliquer que toutes ces entités ont une responsabilité dans la gestion de la politique des handicapés. Par exemple, les régions, dont je n'ai pas encore parlé, sont responsables de l'emploi, mais également des bâtiments. Et donc, tout doit se mettre ensemble pour qu'on puisse avoir une politique qui soit cohérente. En gros, il y a une institution qui s'appelle la conférence interministérielle, qui est d'assurer une collaboration et une cohérence entre les différents niveaux de pouvoir et de compétences. S'agissant de l'aide aux personnes handicapées, elle réunit des groupes de travail qui se penchent sur des aspects spécifiques afin de développer une bonne réglementation et de lutter contre la discrimination. Il y a 5 groupes de travail, le groupe Relations internationales, le groupe Après l'accident, le groupe Emploi, le groupe Grande dépendance et le groupe Mobilité. Mais il y a une instance qui a été fondée par le pouvoir fédéral, par les communautés et par les régions, dont je voudrais vous parler plus particulièrement. Cette instance s'appelle UNIA. En fait, UNIA, au départ, était ce qu'on appelle le Centre pour l'égalité des chances. Son nouveau nom, c'est UNIA, et on comprend immédiatement que son objectif est double. D'une part, il lutte contre la discrimination, et d'autre part, il veille à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en tant que mécanisme indépendant chargé de la promotion, de la protection et du suivi de l'application de cette convention en Belgique. Comment est-ce que UNIA agit? En fait, d'abord, il importe de dire que la Belgique a signé cette convention en mars 2007 et l'a ratifiée en juillet 2009, et donc elle s'est engagée à respecter son contenu et à présenter des rapports réguliers à un comité d'experts indépendants. La Convention offre à la Belgique un cadre politique et juridique ainsi que des lignes directrices de mise en œuvre. Sa mise en œuvre nécessite en plus de la ratification le soutien et la bonne volonté de l'État à se conformer à ses obligations. Et le rôle d'UNIA, là-dedans, est en quelque sorte de créer des mécanismes indépendants qui doivent pouvoir s'assurer de l'absence totale de discrimination pour les personnes handicapées. UNIA ne s'occupe pas que des personnes handicapées, mais entre autres dans le propos qui nous occupe aujourd'hui. Ces principes doivent par ailleurs être en conformité avec les principes de Paris qui règlent le fonctionnement des institutions nationales des droits de l'homme et garantissent leur indépendance et leur pluralisme. En gros, UNIA fonctionne sur base de 2 services, un service handicap qui assure les missions de promotion, protection et suivi du mécanisme indépendant en collaboration avec les autres départements d'UNIA, et la commission d'accompagnement qui est en quelque sorte une émanation de la société civile avec des représentants du Conseil national du travail, de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, des universités et hautes écoles, ainsi que du Conseil économique et social, de manière à pouvoir rassembler toutes ces personnes, émanations de la société civile, qui apportent leur savoir-faire en matière de non-discrimination. Il y a également, à côté de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies, la mise en œuvre de la législation belge antidiscrimination qui, elle, date de 2007. Double travail, donc, pour cette instance qui est une émanation à la fois du fédéral, des communautés et des régions. Très brièvement, pour vous donner un exemple de ce que sont les interventions des pouvoirs publics, je vais prendre l'exemple des incitants qui sont existants dans la région wallonne, où on parle le français, où donc il est plus facile pour faire des comparaisons. L'arrêté en vigueur comprend 8 types d'interventions dont peuvent être bénéficiaires soit les personnes handicapées demandeurs d'emploi, soit les employeurs. Et pour chacune de ces 8 interventions, je vais vous donner le pourcentage de ce qu'elles ont connu en 2019, donc leur importance relative dans le poids total.
Le plus important et de loin, c'est la prime de compensation, qui est une intervention dans le coût salarial accordé à l'entreprise pour compenser le coût supplémentaire éventuel des mesures qu'elle prend pour permettre aux travailleurs handicapés d'assurer ses fonctions, si ce coût supplémentaire est lié au handicap, bien entendu. La durée de la première intervention est limitée à 1 an. Par la suite, la période d'intervention peut aller jusqu'à 5 ans renouvelables. 57% des interventions des pouvoirs publics wallons se sont concentrées sur cette prime de compensation. Le deuxième poste, très loin derrière, c'est ce qu'on appelle la prime à l'intégration, une intervention fixée à 25% du coût salarial accordé à l'entreprise pour l'embauche ou le retour à l'emploi d'un travailleur handicapé qui n'a pas travaillé depuis au moins 6 mois. L'intervention peut durer 1 an. 12% des moyens ont été réservés à cette prime à l'intégration. Ensuite, nous trouvons 10% pour le contrat d'adaptation professionnelle, qui est une formation individualisée en entreprise. Des indemnités de formation sont accordées cette fois-ci aux stagiaires. Nous trouvons 8% pour les interventions dans les frais de déplacement vers le lieu de travail. Nous trouvons 7% pour la prime au tutorat. C'est une prime trimestrielle qui est accordée à l'entreprise qui désigne un tuteur chargé d'accueillir et de guider le nouveau travailleur handicapé. À la suite de ça, encore 3% pour le stage de découverte, 2% pour l'aménagement du poste de travail et 1% pour la prime pour les travailleurs indépendants. Voilà un petit peu une idée de ce que font les pouvoirs publics. Et laissez-moi terminer en ayant exactement la même conclusion que le ministre et mon collègue allemand. Il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'initiatives, mais il reste encore énormément à faire. Je lis dans StatBel, qui est un instrument statistique de mon pays, un quart, 24% des 15-64 ans en Belgique qui souffrent d'un handicap ou d'un problème de santé de longue durée ont un emploi. 41% d'entre eux travaillent à temps partiel, contre 25% dans la population active totale. Lorsque les personnes sont fortement limitées dans leur activité en raison d'un handicap, d'une affectation ou d'une maladie de longue durée, cela a clairement un impact sur leur situation professionnelle. Seuls 24% d'entre elles ont un emploi contre 65% de la population totale âgée de 15 à 64 ans. Donc vous voyez, je ne sais pas si la Belgique est un modèle à entendre ces chiffres. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui y sont faits, mais effectivement, comme l'ont conclu le ministre et mon collègue allemand, le potentiel reste encore énorme. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur, sur ce qui est un modèle incontestablement au-delà des questions qui ont été évoquées, des normes de référence, des acteurs, du cadre normatif. Je pense que le moment est venu de donner l'exemple de ce qui peut être fait concrètement dans l'entreprise pour promouvoir et mettre en œuvre des politiques inclusives des salariés âgés. Et je donne immédiatement la parole à Stéphane May, directeur général de Continental, pour présenter ce modèle. Très bien, merci. Monsieur le secrétaire d'État, messieurs les ambassadeurs, maîtres, difficile de devenir suffisamment concret après autant de spectres larges de 3 pays européens de premier plan. Je vais toutefois m'y atteler. Petite présentation de Continental et vous allez voir, il y a un lien direct avec le sujet qui nous préoccupe, l'inclusion, notamment l'emploi des seniors. Continental est un acteur de la mobilité et donc actif dans le domaine de la branche automobile, existe depuis 150 ans. On a la joie de fêter nos 150 ans cette année, avec plusieurs branches. Une branche pneumatique pour laquelle on est connu du grand public. Moins connu du grand public, on est équipementier de premier plan, donc en lien direct avec les constructeurs, bien sûr français, mais aussi allemands et internationaux, pour donc équiper les véhicules. Nous sommes en France depuis 130 ans, 6 000 employés, 13 sites, 5 sites de production.
J'aimerais bien commencer avec le slogan de notre groupe qui est le futur en mouvement. Bien sûr, quand on est acteur de la mobilité, le mouvement est un mot qui doit faire partie du slogan parce qu'il exprime notre raison d'être. J'aimerais bien élargir le spectre de ce slogan parce que c'est ce que j'ai pour habitude de dire à mes équipes. Nous, entreprises, nous devons être accélérateurs de l'évolution sociétale, donc accélérateur des mouvements que l'on observe dans la société. Et donc, voilà pour le groupe Continental. Branche automobile, on vit un certain nombre de ruptures technologiques fortes, ruptures qui nous impactent, bien entendu. Je veux bien sûr parler de l'électrification, donc l'électrification de la propulsion et ce que j'appelle la logélisation, donc l'impact fort du logiciel qui entre énormément dans les véhicules. Aujourd'hui déjà, un véhicule familial comporte à peu près 100 millions de lignes de code à l'intérieur d'un véhicule. On s'avance en 2030 vers 1 milliard de lignes de code. Donc on voit que le véhicule deviendra une sorte de PC sur roue. Bien sûr que ces deux tendances sont pas sans impact sur le travail de nos collaborateurs, puisque des compétences dans nos usines et dans nos centres de R&D qui sont tout à fait appropriées aujourd'hui le seront moins, en quelque sorte, demain. Juste quelques chiffres. Le passage du moteur thermique vers le moteur électrique s'accompagne en Allemagne de 600 000 emplois qui seront directement impactés. En France, on parle à peu près de 150 000 emplois qui sont impactés par cette tendance ou cette transition du moteur thermique vers le moteur électrique. Et bien sûr, l'emploi des gens qui aujourd'hui œuvrent à monter, à assembler des moteurs thermiques, il faut s'en occuper. Donc, le constat de Continental était un fort risque d'exclusion. On est au dialogue de l'inclusion. Ce qu'il fallait prévenir dans un premier temps, c'était l'exclusion. Donc, fort de ce constat, qui avait une deuxième composante, au même moment où on faisait ce constat du risque de cette exclusion, on avait des milliers de postes ouverts dans des domaines dits du futur, notamment le logiciel. Et donc, on s'est dit c'est un non-sens absolu de dire il y a une partie de notre personnel qui est peut-être plus tout à fait appropriée en termes de compétences, et en même temps, on a des postes ouverts où on cherche des gens capables de faire X, Y ou Z. Et donc, on s'est dit il faut agir. Les actions sont toujours plus fortes que les mots. Et donc, on a travaillé durant toute l'année 2018 pour justement nous y attaquer. En parallèle à cela, il y a eu une nouvelle loi en Allemagne qui a vu le jour au 1er janvier 2019 et je ne résiste pas à l'envie de vous en dire le titre en allemand, Qualifizierungschancengesetz, un mot composé allemand de 28 lettres que le monde entier nous envie. Donc, c'est une loi qui, si je devais traduire, donne l'accès à la qualification pour tous, donc finance la formation professionnelle, la prise en charge des temps de formation, etc. Parenthèse d'ailleurs, les personnes en situation de handicap sont particulièrement, ont un coup de pouce particulier par rapport à cette loi. Donc, fort de ce contexte législatif, fort du constat dont on vient de parler, Continental a créé le Continental Institute of Technology and Transformation en 2019 pour justement accompagner les salariés de Continental vers
de nouveaux métiers, vers de nouvelles compétences, pour justement éviter un énorme gâchis de ne pas donner un futur décent et digne à des salariés qui, pendant des années, ont vraiment œuvré au succès de l'entreprise. Donc c'est une responsabilité sociétale, c'est une responsabilité tout simplement d'une communauté humaine à laquelle on a essayé de s'attaquer. Donc quelques exemples. On avait fait entre autres le constat qu'on avait, rien qu'en Allemagne, où on a à peu près 60 000 employés, 10 000 opérateurs sans formation particulière. Et donc l'idée, c'est clairement de donner des formations longues à ces personnes pour devenir, par exemple, technicien de procédés caoutchouc et plastique, on ne se refait pas, électricien industriel, et ainsi quelques exemples de plus. Donc, 1000 personnes en formation longue, pour l'instant au CITT, plusieurs milliers de formations plus courtes pour réorienter des ingénieurs, des techniciens vers les métiers du logiciel. Le prochain cap qu'on s'est fixé, c'est d'accompagner également des salariés qui ont peut-être envie de changer de vocation, de pouvoir le faire, de pouvoir se réorienter. On est en train, au sein du CITT, de monter une formation d'aide-soignante pour les personnes âgées, pour justement permettre à des gens qui le désirent, qui le souhaitent, de pouvoir le faire. Le CITT développe également des partenariats avec d'autres industriels, par exemple la Deutsche Bahn, donc l'équivalent de la SNCF, pour tout simplement comprendre les besoins d'éventuels partenaires pour ouvrir davantage la possibilité aux salariés de réorienter leur carrière. Un mot important, et monsieur le secrétaire d'État, vous l'avez mentionné, le compte, le CPF, est un dispositif qui est très important en France et qui l'est également sous d'autres formes en Allemagne, puisqu'on part du principe qu'il s'agit d'une sorte de co-investissement. L'entreprise investit, le salarié s'investit lui-même en faveur de sa propre employabilité au long cours. Et donc, cette notion de co-investissement a été discutée avec les partenaires sociaux. Elle nous est très chère parce qu'elle matérialise une forme d'engagement conjoint. Donc, pour finir, on parle de l'emploi des seniors, et bien sûr, c'est un sujet éminemment important. C'est une préoccupation majeure. Toutefois, il ne faut pas s'y prendre, pour ainsi dire, quand la situation arrive. Il faut s'y prendre beaucoup plus tôt, donc assurer une employabilité tout au long de la carrière, donc ne pas se dire, bon, il est ou elle est senior, il faut qu'on fasse quelque chose, mais inscrire dans la durée des carrières des uns et des autres, cette dimension naturelle de se former tout au long d'une vie. Donc, il faut éviter à tout prix le passage au chômage, parce qu'on a clairement vu que, notamment des gens en difficulté de qualification, avaient du mal à en ressortir. Donc, il faut aller d'emploi en emploi et pas d'emploi au chômage et en emploi. Il faut éviter cette case du chômage. Et deuxième constat, justement, donc s'y prendre relativement tôt et inscrire vraiment dans les gènes des salariés cette volonté aussi de se former tout au long du parcours. Voilà pour cet exemple, et j'ai une belle annonce à vous faire. Il y a un mois, le groupe a décidé d'essaimer donc cette belle idée du CITT, et le pays choisi est la France, donc on va s'y atteler. Merci.
Merci, Monsieur Stéphane May, de cette conclusion qui m'aurait invité à vous poser la question de savoir quelles auraient pu être les conditions de transposition en France de l'exemple que vous avez évoqué, connaissant à la fois autant le modèle allemand que le modèle français, mais je crains que le temps qui nous est imparti ne nous permette pas de poser cette question. Donc je voudrais simplement conclure en remerciant très chaleureusement l'ensemble des participants. Je crois qu'au-delà de cet examen des modèles, il y avait une vraie transversalité dans l'ensemble des sujets qui ont été évoqués. La question de la santé au travail, qui est une question paradoxalement relativement nouvelle et sur laquelle Monsieur le secrétaire d'État a insisté, est probablement une question essentielle dans la poursuite de l'activité des salariés âgés, ce qui me paraît une évidence, celle de la formation, qui n'est pas un sujet nouveau, mais probablement également essentiel. Et je conclurai en disant que le travail reste au cœur et l'emploi de la question que vous avez évoquée, et c'est probablement la clé de la question sociale. Et donc toutes ces interventions étaient parfaitement convergentes, et je vous en remercie à nouveau très sincèrement. Merci infiniment.